confinés, mais surtout l'équipage en service ou en vacances. Les cadres en congé peuvent voyager gratuitement. Il faut venir voyager, se reposer comme ça. On mange et on lit. Et oui, après les vacances, je rentre au boulot. Chaque employé peut amener toute sa famille. Ici, le chef mécanicien. À l'étage, les premières simples, avec moustiquaire. 900 francs tout compris, une salle de bain pour 2 cabines. Au niveau supérieur, les premières semi-luxe, air conditionné, salle de bain particulière, 1200 francs. Enfin, les cabines luxe, avec service dans les appartements. Même prix que les semi-luxe, mais réservé aux personnalités importantes. Ici, la famille d'un général de l'armée, précédemment occupé par le président Mobutu lui-même. Dès le 2e jour, les étudiants se manifestent. Eux n'ont pas de cabine, ils dorment dans les couloirs et sur le pont du Kokolo. L'université a été fermée par le régime de Mobutu et dans le bateau, les étudiants contribuent et nous allons remettre aux militaires affamés malades, les militaires de Mobutu. Partout sur les barges, on célèbre la messe. Dans leur grande majorité, les Zaïrois sont chrétiens pratiquants. Ailleurs, contrôle des billets. Les 5 policiers du bord ont à vérifier 4000 personnes disséminées dans un labyrinthe. Les contrevenants sont appréhendés et conduits au dernier étage du bateau pousseur, dans la salle des commandes. À chaque contrôle, 30 à 50 personnes sont verbalisées. La vie coûte cher, c'est tout le monde qui ressent cette situation. Ainsi que les commerçants, parfois n'arrivent pas à payer les tickets directs, ils payent en tronçon. Ce qui fait que nous sommes obligés de faire quotidiennement les contrôles passagers. Il y a des fois les gens qui nous couvrent, il y a des fois on paye le billet. En 2 ans, le prix du billet a augmenté 26 fois. Les salaires de la société Onatra 5 fois. Plus personne sur le bateau, comme ailleurs au Zaïre, ne peut survivre sans la débrouille et la corruption. Nous donner quand même quelque chose. Vous donnez de l'argent à la police? Oui. Ah bon? Et comme ça va, ils vous laissent passer? Oui. Le Zaïre comme tel, nous avons des choses, mais ça ne marche pas bien. Pourquoi ça marche pas? On sait bien que les poissons commencent à courir par la tête. Hein. Vous savez que les poissons commencent à courir par la tête. Alors, je peux dire que vous-même, vous savez ce que je voulais dire. La navigation du Kokolo devient elle-même délicate. Dans l'après-midi, le convoi échoue sur un banc de sable. Première chose, désolidariser le pousseur du reste du convoi. Le Kokolo va alors tenter de se frayer un passage dans le sable. Ensuite, il faudra chercher une autre route pour le convoi, une opération qui peut durer longtemps. Ça peut durer des heures ou des jours. Ça vous arrive souvent? Oui, pendant la saison sèche. Mauvaise nouvelle. En fin d'après-midi, le pousseur s'est à nouveau ensablé. Sur les barges, privées d'électricité, c'est l'inquiétude. Nous sommes très inquiets, très inquiets. Notre souhait, c'est de voir le bateau se dégager. Et sinon, ça peut être dangereux, vous pensez? Dangereux, très dangereux, parce que bon, ça entraîne beaucoup de difficultés, de maladies, l'épuisement de vivres, des réserves. Alors, vous voyez... Et les maladies, qu'est-ce qu'il y a comme maladie? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme maladie ici? En général, nous, ici, c'est la choléra. Le choléra?
La nourriture ne manque pas sur les barges, mais la surpopulation d'humains et d'animaux crée les conditions d'une épidémie lorsque l'eau est stagnante autour du bateau. Lors d'un récent voyage, 15 personnes sont mortes du choléra. Sur le Kokolo, à 100 mètres de là, on prévient Kinshasa. Cette même nuit sera celle du pillage et des émeutes qui vont se propager dans tout le pays. Pendant la nuit, les barges ont légèrement dérivé. Il devient possible de les tirer hors du banc de sable. Le capitaine corrige l'itinéraire à prendre. Le balisage n'est plus entretenu depuis 1 an. Aujourd'hui, la navigation se fait à l'instinct. Je peux vous dire que les signes que nous voyons là sont les signes d'un mauvais fond, d'un fond élevé. L'eau a tendance de bouillir. Et quand c'est trop accentué, on peut imaginer qu'il y a des rochers. Justement, hier, lors des manœuvres, le pousseur a heurté un rocher. Une voie d'eau est ouverte dans la cale arrière. Quatrième jour de voyage, 450 km parcourus, arrivé à Bumba, centre agricole important. Les étudiants sont furieux. Une barge supplémentaire leur était destinée, mais elle est occupée. À bâbord, le commerce de gros s'installe. 200 pirogues attendent le Kokolo depuis 1 semaine. Elles apportent le riz et la racine de manioc. Transformée en farine, c'est l'aliment de base du Zaïrois. À terre, les passagers du bateau vendent leurs vêtements pour acheter du poisson. Ce matin à Kinshasa, capitale du Zaïre. Se sont étendus à plusieurs quartiers commerçants de la capitale, à l'initiative, semble-t-il, de militaires mécontents du non-paiement de leurs soldes. Des villas de ressortissants belges ont également été attaquées. L'espace aérien du Zaïre est resté fermé. Coup d'État au Zaïre. Coup d'État au Zaïre. Le lendemain matin, nous sommes personnellement pris à partie. Dans la nuit, les étudiants ont entendu sur Radio Congo que les militaires français avaient empêché la chute de Mobutu, qu'ils condamnent dans leur grande majorité. Pour eux, nous sommes des représentants de la France. Nous nous disons que ce sont les Français, spécialement les Français, qui soutiennent les régimes dictatoriaux africains. Si le gouvernement français continue dans ce sens, nous allons développer un sentiment et une attitude d'antipathie qui sera irréversible. 3 autres Français sont à bord. Eux aussi doivent s'expliquer. Il nous faudra de nombreuses heures de discussion avec des centaines de passagers pour parvenir à continuer notre travail. Les routards du bord ne sont pas inquiétés. Ils sont australiens, néo-zélandais, allemands ou américains. Et puis, au fil des jours, l'ambassadeur de France s'éloignera plus nettement du président zaïrois. De son côté, Bernard Kouchner sommera Mobutu de rapatrier ses avoirs de l'étranger, l'équivalent de la dette du pays. Sur la colline, justement, la maison de vacances du maréchal Mobutu. Grâce à elle, l'Issala bénéficie d'électricité toute l'année. Le bateau se charge de la production locale. Charbon de bois, meubles et le terrible alcool de palme, le Lotoko. Malgré les violences qui déchirent le reste du pays, étudiants et piroguiers fêtent le passage du Kokolo dans la ville du Lotoko. Pendant plusieurs jours, nous allons traverser la région la plus sauvage de la forêt. Ce matin, nous rencontrons un Belge.
Fils de colon, il habite depuis 21 ans au fin fond de la forêt zaïroise. Avec sa femme et son fils, il est monté sur le bateau à Lissala. Il a fui son village, sa plantation de café et ses 500 employés. Ma propre belle famille m'a conseillé de prendre ma femme et mon fils cette fois-ci et de descendre sur Kinshasa pour être un peu perdu. Lors de problèmes qui se sont passés en 1964, la plupart des expatriés qui étaient dans la région ont été, disons, tués et mangés. Ce sont des pratiques qui existent encore? Je ne peux pas vous garantir qu'elles existent tous les jours, mais une fois qu'un peuple est déchaîné, il retourne à ses instincts. Sur le bateau, tout est tranquille. La loi est celle du commerce. Et la région que nous traversons, la plus riche. C'est ici que les piroguiers vont apporter le gros des vivres destinés à Kinshasa. En quelques jours, le Kokolo pourra être rebaptisé Arche de Noé. Chenilles vivantes à griller, singes boucanés, c'est-à-dire fumés et séchés pour être conservés. La viande périssable est stockée dans les chambres froides. Chaque bête est étiquetée et consignée sur un registre. Et puis, il y a les animaux de compagnie, comme les perroquets et les singes destinés à la vente aux Occidentaux. Un commerce illicite. Le chimpanzé est une espèce menacée. Et pour capturer un bébé, il faut chaque fois abattre toute la famille, de 10 à 15 individus. Vous avez un client pour ce singe? Oui, justement, j'avais un client à Kinshasa, un ambassadeur américain. C'est ça, c'est mon client. Et il vous a dit, allez me chercher ça? Justement. Et vous l'avez acheté combien? J'ai acheté à 150 000. 150 000, ce qui fait à peu près 50 francs français. Et vous allez le vendre combien? Bon, moi, je ne sais pas. On peut discuter les... Ça peut aller jusqu'à combien un petit chimpanzé comme ça? À peu près 5 millions. Nous avons compté 10 chimpanzés sur le bateau. Environ 150 bêtes auront été tuées pour leur capture. Réservoir de toutes les richesses du fleuve, la région est aussi le pays de la mouche tsetse. Nous apprenons avec joie qu'elles ne sont mortelles qu'après plusieurs piqûres. Au restaurant première classe, la situation se dégrade. Les portions sont de plus en plus réduites, sauf le jour où nous décidons de filmer. Après une semaine de voyage, le boulanger n'aura plus de farine pour faire son pain. Ensuite manqueront le sucre, l'huile, la viande et les pommes de terre. Nous décidons alors d'acheter un crocodile. Le crocodile se tue juste avant la cuisson. La garantie d'une viande fraîche. J'ai mangé du crocodile, j'ai mangé du singe avec eux, j'ai mangé les tortues de brousse, toutes les nourritures que je ne connaissais pas, j'ai voulu les goûter, même les chenilles. Ça, j'en ai pas repris 2 fois, c'est un goût un petit peu spécial, ça a du mal à passer pour nos goûts occidentaux. Thierry est sur le bateau depuis plus d'1 mois. Il a fait l'aller et le retour. Son objectif, écrire un livre. Pour nous, il évoque un personnage qu'il a rencontré, un ancien militaire devenu trafiquant. C'est un peu un aventurier, un peu dans son genre. Il allait acheter les munitions au Congo, il allait les revendre aux chasseurs dans la forêt, et acheter les saphirs aussi avec l'argent qu'il récoltait, parce qu'ici, il ne faut pas garder la monnaie locale, elle perd la valeur de moitié tous les mois. Moi, je fais le commerce de ça. J'achète ça, puis je pars vendre ça à Kinshasa. C'est une pierre cassée, hein? Oui. Tu vois? C'est le diamant. Et ça vaut combien, ça, cette petite-là, là? Est-ce qu'on peut me dire combien vaut cette petite-là, celle-ci, là? Si vous voulez acheter, on va négocier. Il faut acheter le tout. Il faut acheter le tout. 5 000 francs, la poignée de diamants.
Mbandaka, dernière étape. Très attendu pour le ravitaillement, plusieurs centaines de militaires nous interdisent de débarquer. Bon, on voudrait tout simplement les intimider pour leur faire voir que la démocratie est déjà là, c'est nous qui l'avions cherché. Et qu'ils ont refusé, c'est que la démocratie entre dans notre pays, elle est déjà là. Malgré une intervention du capitaine, le Kokolo devra quitter Mbandaka sans s'être ravitaillé. À bord, la circulation devient impossible dans les couloirs. Seule solution, passer entre les barges ou tout simplement ne plus bouger. Dans l'un des 5 dispensaires, un infirmier tente de sauver un bébé de 18 mois mourant. Depuis plusieurs jours, il refuse de s'alimenter. Un enfant meurt, d'autres poursuivent leur travail. Les étudiants prennent en flagrant délit un voleur de chemise. La police du bord intervient, le voleur ne sera pas lynché. Malgré la noyade d'un militaire, le capitaine décidera de continuer la navigation nuit et jour, faute de vivres pour les passagers. Et puis, à 70 km de l'arrivée, nous croisons le général Mobutu lui-même sur son bateau. Il nous adresse des signes de victoire. Les étudiants lui rétorquent le V, le signe de ralliement de l'opposition au régime. Dans la suite de Mobutu, la fille du général termine son repas. Je ne sors presque pas dehors. Vous ne sortez pas? Non, je préfère rester. Pourquoi? Parce qu'au début, il y avait les étudiants qui faisaient un peu trop de bruit. Moi, je n'aime pas le bruit, c'est pour ça que je préfère rester ici. Et vous avez gardé un bon souvenir de cette croisière? Oui, j'ai fait plein de photos partout dans le bateau. 1730 km parcourus, 14 jours de navigation, Kinshasa, enfin. Nous arrivons dans une ville dévastée par les émeutes. Les prix ont triplé en 10 jours et la nourriture manque. Voici le Kokolo comme une provocation, plein à craquer des produits de la forêt. Mais l'émeute redoutée n'aura pas lieu. Les Zaïrois respectent le fleuve Zaïre, symbole de leur pays. En l'espace d'un mois, Belges et Français, civils et militaires, auront évacué le pays. 90% des entreprises fermeront leurs portes. Un pouvoir chancelant, une opposition divisée, le Zaïre, potentiellement un des plus riches pays d'Afrique, est sur le point de sombrer, corps et âme. À 42 ans, Séverin Adjovi est l'archétype du patron africain qui a réussi. De son bureau parisien installé à 2 pas de l'Étoile, le PDG béninois du groupe AVS règne sur un empire de cerveaux et de béton armé. Cet entrepreneur qui emploie plus de 400 personnes contrôle une dizaine de sociétés qui construisent et financent les cités grand standing de Cotonou ou de Brazzaville. À l'en croire, tous les marchés qu'il gagne en Afrique ont des retombées positives sur l'économie française puisque le siège du groupe est en France. Je pense qu'au niveau de la France, d'abord nous apportons de l'emploi aux Français. Premièrement, puisque nous employons pas mal de Français, non seulement à l'étranger, mais en France. Deuxièmement, nous exportons beaucoup. Nous exportons beaucoup de produits français, ce qui contribue à la balance commerciale de la France. Vous payez aussi des impôts en France, finalement? Nous payons des impôts en France, énormément. Énormément? Adjovi emploie près de 90 Français à des postes de responsabilité. Mais il s'offusque presque si on le soupçonne de prendre une revanche sur le passé colonial en les faisant travailler pour lui. C'est absurde. C'est absurde. Nous ne sommes pas... Nous les Africains, nous sommes assez ouverts, on n'est pas très rancuniers. Vous pensez, la colonisation est un passé. Vous m'avez colonisé. Aujourd'hui, on dira je colonise les Français. Mais je ne les colonise pas. Je pense qu'il y a une coopération. Séverin Adjovi juge les Français courtois, sauf ceux qui sont racistes, simplement parce qu'ils ont reçu une mauvaise éducation. Mais il admet que son intégration aurait été plus difficile s'il n'avait pas réussi.
l'intégration ne sera jamais totale, quel que soit celui qui est réussi ou qui n'est pas réussi. Mais je pense que on se fait mieux accepter quand on est à un certain niveau. Et je pense que c'est notre cas. Si j'étais un balayeur de la rue, je pense qu'on me piétinerait. On n'a pas forcément besoin d'avoir le look d'un Bernard Tapinoir pour réussir en France. La plupart des Africains qui gagnent de l'argent exploitent le même filon, la musique. Qu'ils aient pour chef de file Alpha Blondy ou Maury Kanté, leur public est toujours le même. Un tiers d'émigrés africains et 2 tiers de Français. Mais si depuis 2 ou 3 ans, ils atteignent des sommets au top 50, c'est en grande partie grâce à un homme seul qui, pendant plus d'une décennie, y a cru quand personne n'y croyait, Mamadou Konté. Avant même de connaître la dégaine hirsute du Grand Black au chapeau mou, les Français avaient déjà entendu parler de lui. François Béranger l'avait immortalisé dans une chanson. Mamadou Madi, Mamadou Madi. À l'époque, Mamadou Konté dirigeait une organisation trotskiste. Mais très vite, il préféra jouer la carte culturelle. En 1978, il crée Africa Fête. Aujourd'hui, il est à la fois organisateur de spectacles et manager d'artistes. Dans le showbiz africain, il est devenu incontournable. Africa Fête fait travailler quelques Africains, mais fait travailler aussi des Français. Comment est Mamadou en tant que patron? Ah, c'est un peu délicat ça comme question. Peut-être un peu susceptible de temps en temps, mais le personnel aussi, donc ça compense. Si tu demandes à Barclay combien Maury Kanté a vendu dans son disque de top 50 et le disque d'or qu'il y a à venir, je sais que ça fait travailler par an plus de 1000 personnes. 1000 personnes peut-être, mais il y a plus important. Les musiciens africains, même s'ils ne s'expriment pas toujours en français dans leurs chansons, sont à l'étranger des ambassadeurs de la francophonie. Si tu regardes la carte de France, c'est l'Hexagone. Dans la tête de certains nombres d'hommes politiques ici, ou de gens importants, ils croient que l'Hexagone, c'est à Marseille, à la Canebière. C'est pas ça seulement. La francophonie, c'est l'Hexagone, bien sûr, ça s'arrête peut-être à la Canebière, mais la francophonie, ça s'arrête peut-être au-delà de Zaïre, de Kinshasa, de Bamako, de Dakar, de toutes les villes francophones du monde. Pour vous, est-ce que la seule façon de réussir pour des Africains en France, c'est de faire de la musique? Tantôt, oui, mais j'ai des amis qui sont diplomates ici. Donc, ils vivent encore ici. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de s'intégrer dans la musique pour pouvoir survivre. On peut faire comme tout le monde, des gens corrects, quoi. Les métiers corrects ne se limitent pas à ceux de diplomates. Beaucoup d'étudiants africains choisissent, à la fin de leurs études, de rester en France et d'y exercer une profession libérale. On trouve par exemple 250 médecins béninois en région parisienne, c'est-à-dire 2 fois plus qu'à Porto Novo, capitale administrative du Bénin. Tant mieux pour les Français, mais cela donne au passage la mesure de la fuite de cerveau dont souffrent les pays africains, qui n'avaient pas besoin de cette hémorragie de compétences. S'il est fréquent que des Africains s'établissent à leur compte dans des quartiers de forte population émigrée, il est plus rare de rencontrer dans les grands établissements publics. L'un d'eux exerce pourtant dans l'hôpital le plus moderne d'Europe, l'hôpital Mondor à Créteil. Vous avez eu une entorse en même temps que vous avez une fracture. C'est-à-dire que au niveau de l'articulation radio-cubitale supérieure à ce niveau... Raymond Mbog est l'un des meilleurs spécialistes de chirurgie orthopédique en France. Pourtant, parce qu'il est camerounais, il n'est pas titulaire de son poste, et donc moins bien payé que ses collègues français. S'il n'est pas rentré dans son pays à la fin de ses études, c'est parce qu'il voulait d'abord acquérir un peu plus de métier. Il y en a beaucoup qui me disent, mais docteur, qu'est-ce que vous faites ici? On aimerait bien que vous veniez au pays nous traiter. Je le dis bien sûr, je vais arriver, mais... En attendant, vous soignez surtout des Français. Je soigne le malade, qu'il soit français ou qu'il soit de n'importe quelle nationalité, ce n'est pas ça le problème. Le malade qui m'est présenté, qui vient à moi, je le soigne. Quelle impression cela vous a-t-il fait la première fois quand vous avez rencontré votre chirurgien et vous êtes aperçu qu'il était africain? Peut-être un peu surpris au départ, mais je ne vois pas quelle différence ça fait. Dans la capitale mondiale de la haute couture, des parfums et du luxe en tout genre, les Africains ne pouvaient se contenter de vendre à la sauvette, dans les quartiers blacks de Belleville, des amulettes en ivoire ou des bracelets tressés. Certains ont su se faire un nom dans le commerce des pierres précieuses, voire très précieuses.
Le showroom d'Aristote, un bijoutier togolais de 27 ans, n'est pas ouvert aux tout-venants. Les bijoux que le jeune entrepreneur dessine lui-même sont destinés à une clientèle internationale dans laquelle n'entre qu'une faible part de riches africaines. La société, qui existe depuis 5 ans, réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. La société emploie 8 personnes. Dont combien de Français? Tous. Quel type d'emploi occupe-t-il? Alors, pour 5 personnes, ce sont des emplois manuels, spécifiquement manuels. Et pour 3 autres personnes, ce sont plutôt des responsables commerciaux et administratifs. Est-ce que vous vous sentez africain ou français? Non, moi je me sens tout à fait français et même plutôt européen. Mais pourtant, vous revendiquez votre appartenance à la communauté noire de Paris. Tout à fait, parce que le noir, c'est incontournable. 35 000 français. Ce qui est du travail, malheureusement, je crois qu'on est obligé de faire vite et efficace, donc de travailler à l'européenne. Vous êtes donc d'une certaine façon détaché des comportements africains pour réussir? Ah ben c'est obligatoire. On ne peut pas passer par les phases de dialogue spécifiques à l'Afrique. Il faut entrer dans le combat rapidement. Éric Blanc appartient au monde du spectacle, mais il excelle dans un domaine où l'on ne rencontre pas de noirs. Il a fait de sa couleur son principal atout. Il en a bien sûr un autre. Il imite à merveille tous les hommes célèbres. Débarqué de son Afrique natale en 1975 à l'âge de 9 ans, il en a aujourd'hui 24, avec déjà une belle carrière derrière lui. Vous gagnez combien les bons mois? Puisque l'argent n'a pas de couleur, combien je gagne par mois? Peut-être 5 bâtons. Enfin, c'est les cachets que je voulais dire. Parce que moi, quand j'ai arrêté, c'est cachet d'aspirine. Est-ce que ça vous gêne de travailler pour un noir? Ça ne me gêne pas du tout parce que dès mon premier métier qui était danseuse chorégraphe, j'ai travaillé avec donc, beaucoup de noirs, des étrangers, des noirs. Et quand j'ai pris le métier de productrice, j'ai eu donc des chanteurs noirs et je suis tombée sur Éric Blanc. Donc pour moi, c'est comme si c'était un blanc. Le fait de faire travailler des blancs, ça vous donne pas un sentiment de vengeance? Non, justement, parce que ça donne des sentiments de vengeance aux flics noirs. Les flics noirs se vengent sur les blancs et sur les noirs. Ils sont encore plus vaches avec les noirs, avec des mecs de leur couleur. Et tout. Mais moi, c'est pas du tout un truc de vengeance parce que c'est pas une vengeance, ça serait pas peut-être une vengeance, ça serait plutôt une revanche. Éric Blanc, c'est votre vrai nom? C'est un nom pour faire chier Le Pen, en fait. Le Pen a pris pour cible les Noirs et les Arabes inutiles qui viennent manger le pain des Français. Mais sans doute aurait-il plus de regrets à renvoyer chez eux ceux qui ont réussi et qui font travailler des Français. Ceux-là ne devraient donc pas se sentir concernés. D'accord, je ne suis pas concerné. Parce que vous m'avez rencontré à l'hôpital Henri Mondor avec une blouse blanche. Et si vous m'avez rencontré dans la rue, en blue jean, tennis ou même en cravate, quelle différence vous auriez fait avec un Africain qui travaille dans une usine ou qui balaye les rues de Paris? Il n'y a pas de différence pour les gens. Il faut venir à l'hôpital, il faut aller à la faculté, il faut aller dans les endroits où nous sommes pour comprendre qu'il existe des gens comme nous. C'est là où c'est foutu pour Le Pen. Parce que... Madiba, viens. C'est là où c'est foutu pour Le Pen. Parce que les Le Pen croient qu'on va rester les sociétés d'il y a 1900. Tandis que les enfants comme ça, c'est les enfants de l'an 2000. Lui, il est déjà intégré, il est né, c'est tout bon. Dans le 13e arrondissement. Il est né, c'est tout bon. Il est autant français que tout bon. Si aujourd'hui, 70% des émigrés africains de la première génération exercent encore des emplois d'ouvriers non qualifiés, les choses auront bien changé lorsque Modiba aura 14 ans, en l'an 2000. Bah, t'aurais mieux fait de laisser. You can't be strong. You must always play your part, my dear, if you want to right the wrong. Woman must always try to play her part if she wants to right
Je trouve que l'esprit des jeunes enfants reste pur très longtemps. Et quand je joue avec des enfants, je les sens libres. Ils m'aident à improviser et moi, j'essaie de leur faire comprendre qu'une fois devenus adultes, ils doivent rester libres. Retrouver ses racines, ce n'est pas toujours facile. Pour un homme comme moi, né à la Jamaïque, ce n'est pas simple de retourner en Afrique. La couleur de ma peau n'est pas suffisante pour communiquer avec mes frères comme je le souhaiterais. Et pour mes frères non plus, ce n'est pas facile de me comprendre. C'est là un problème douloureux que l'Afrique moderne doit surmonter. L'Afrique indépendante d'aujourd'hui, c'est comme une référence pour les Noirs d'Amérique. Ils peuvent dire, ici c'est chez moi. Bien sûr, je suis américain, mais c'est ici qu'il y a mon passé, mon histoire. Tout Noir américain attend de l'Afrique qu'elle soit forte, qu'elle lui donne un lien avec le passé et de vraies racines dans la vie moderne. Baby, 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 bomade, hasta la bomade, bomade, yo, dolly, mi bomade, hasta la bomade, dolly, bomade, yo, mama, bomade, mi bomade, dolly, hasta la bomade, mi bomade, yo, dolly, mi bomade, hasta la bomade, dolly, bomade, yo. Oh, oh yeah. En parler. Sans note, le président Sankara s'est lancé dans un long discours réquisitoire sur des problèmes délicats, par exemple l'Afrique du Sud. C'est dans ce contexte, M. François Mitterrand, que nous n'avons pas compris comment